Nous sommes tous des Africains. En effet, il ne faudrait pas oublier que l'être humain est apparu en terre d'Afrique et que d'autre part, nous sommes redevables aux Égyptiens de la naissance, de l'invention de l'écriture. Si, depuis quelque temps, j'ai décidé d'enseigner des matières qui ne se trouvent pas au programme, c'est parce qu'il me paraît tout à fait inconcevable, je l'ai déjà dit dans d'autres cours, que l'histoire de pays que l'on appelle émergents, comme la Chine, comme l'Inde, comme le Brésil, comme le Mexique ou l'Indonésie, par exemple, ne soit pas traitée en tant que telle dans l'enseignement secondaire, mais aussi parce que des populations, des civilisations ont participé de l'histoire de l'humanité et qui ne sont pas effectivement membres du club des pays émergents, ne soient pas considérés pour ce qu'ils ont pu apporter à l'histoire de cette même humanité. Je suis convaincu que ces matières feront un jour partie des programmes. 40 ans de carrière vous attendent et je ne peux pas imaginer que dans les 20, 30 prochaines années, vous ne soyez pas conduits à enseigner les matières que je traite donc anticipativement par rapport à ce qui vous attend dans votre carrière. Nous allons donc aborder aujourd'hui l'histoire de l'Afrique. Cette histoire est très longue. Donc c'est une gageure que d'essayer de traiter en 1 heure, sans compter la présentation des livres, cette vaste histoire qui s'étend de la préhistoire jusqu'à nos jours. Toutefois, je vais limiter mon propos à l'Afrique subsaharienne, autrement dit ce que l'on appelle habituellement l'Afrique noire. L'islam, en effet, et l'histoire de l'Afrique du Nord est traitée en 2e année. Quant à l'Égypte ancienne, nous sommes en train de la voir parallèlement dans mon cours donc de première. Dois-je vous rappeler que l'être humain est apparu il y a 2,5 millions d'années, voire 3 millions pour certains paléontologues, en Afrique orientale. Je ne vais pas revenir sur mon cours de préhistoire, bien entendu. L'Homo sapiens, dont tous les êtres humains qui peuplent aujourd'hui la planète sont issus, eh bien cet Homo sapiens apparaît vers 100 000 avant notre ère en Afrique. Et c'est donc de cette dernière émigration d'êtres humains d'Afrique que nous sommes issus. Donc, nous sommes tous des Africains, je dirais même plus, nous sommes tous des Noirs, des descendants de Noirs qui ont blanchi au cours des millénaires en s'adaptant, comme l'explique la théorie darwinienne, au climat et au milieu. Entre 10 000 et 3 000 avant Jésus-Christ, le Sahara était humide. On y trouvait des savanes. Donc rien à voir avec le paysage que l'on peut observer à l'heure actuelle.
C'était une région de savane où l'on pratiquait l'agriculture et aussi l'élevage, comme le prouvent des peintures rupestres que l'on a découvertes il y a déjà près d'une centaine d'années, un peu moins d'ailleurs. On trouve en effet sur ces roches peintes des troupeaux de bovins. Après le 3e millénaire avant notre ère, le Sahara va se désertifier. Quand je dis le Sahara, j'anticipe évidemment, puisque le mot Sahara veut dire désert en arabe, donc c'était une région, on ne peut pas appeler le Sahara, évidemment, on va dire le Sahara avant le Sahara, donc la région qui correspond à ce que l'on appelle le Sahara pour l'instant, maintenant. Donc, après 3000 avant notre ère, cette région de savane s'assèche et la vie, par conséquent, n'y sera plus que très difficile. Dès lors, les populations d'éleveurs qui vivaient dans ces savanes vont devoir émigrer vers l'Afrique du Nord, émigrer vers l'Afrique de l'Est et enfin émigrer vers le sud dans la boucle du Niger. Je vous montre ça sur la carte qui se trouve derrière moi. Donc le Sahara, c'est toute cette région-ci. Quand il se désertifie, les populations remontent donc vers le Maghreb, vers la Libye. Elles partent également vers l'Afrique orientale et aussi, bien sûr, dans la région de la boucle du Niger, ici, qui permet, grâce à son fleuve et à ses affluents, une vie agro-pastorale. Le premier millénaire avant notre ère est marqué, et c'est intéressant de faire la comparaison avec nos régions, par l'invention de la métallurgie du fer. Et ça remet en cause, évidemment, bien des préjugés que l'on peut avoir sur l'Afrique noire. C'est qu'elle a connu un développement qui, finalement, est pratiquement contemporain à celui de nos régions. J'ai pu vous expliquer dans un cours antérieur que les Celtes correspondent dans nos régions à l'âge du fer. Vous vous souvenez peut-être de cette période qui va de 750 à 52 avant notre ère, qui correspond à l'expansion des Celtes et à l'établissement des Celtes dans nos régions. Je vous avais parlé du premier âge du fer, d'abord Hallstatt, entre 750 et 475 avant notre ère, et enfin le deuxième âge du fer, qui est l'âge donc de l'Athènes, entre 475 et la conquête romaine, la conquête de la Gaule par César. Donc le fer, la métallurgie du fer est connue en Afrique. Et elle est connue en Afrique non seulement en Afrique orientale, qui va connaître une progression, une avance significative à cette époque-là, mais également en Afrique occidentale. Alors maintenant, pour la période qui débute avec l'ère chrétienne, je vais diviser mon propos en 3 parties. Une première partie qui va concerner, au moins jusqu'au XVIe siècle, l'Afrique orientale, puis je vais m'attacher à la région de la boucle du Niger, et enfin, dans un troisième temps, je vous parlerai de l'Afrique australe.
Je commence donc par l'Afrique de l'Est. Alors, dès le premier millénaire de notre ère, un royaume s'établit en Éthiopie. C'est le royaume d'Aksum. A-X-O-U-M. Je vous montre sur la carte donc où se trouve l'Éthiopie actuelle. Donc, c'est dans cette région-ci que ce royaume d'Aksum va naître et croître, se développer. Ce royaume d'Aksum a une caractéristique, c'est qu'il subit les influences à la fois nubiennes. Alors, la Nubie, c'est la région qui se trouvait au sud de l'Égypte et au Soudan. Donc la Nubie, c'était cette région-ci, qui avait fait parler d'elle déjà dans l'Antiquité, puisqu'au premier millénaire avant Jésus-Christ, il y a eu des dynasties noires qui ont régné sur l'Égypte. Donc dans la première moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ. C'est la civilisation de Couche, qui a eu ses propres pharaons, indépendamment des dynasties dont je viens de parler en Égypte, en Nubie donc, et une civilisation qui a construit également ses propres pyramides, que l'on peut voir au Soudan, justement. Ensuite, dans la deuxième moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ, suite à des invasions, des mouvements de population au nord, en Égypte, cette civilisation a dû se réfugier plus au sud que Couche, et c'est le royaume de Méroé qui a une civilisation très marquée également par l'Égypte ancienne, avec aussi des pharaons noirs. Donc, je reviens à mon propos, j'étais en train de vous parler de l'Éthiopie, qui était marquée par cette civilisation nubienne, donc d'origine pharaonique, mais africaine toutefois. Il ne faut pas oublier quand même que l'Égypte est née en Afrique, même si les Européens et les habitants du Proche-Orient ont tendance à se l'annexer. Cette civilisation du royaume d'Aksum est également marquée par des contacts avec les Tigréens qui se trouvent également dans la région de l'Éthiopie, actuelle, et enfin par la civilisation sud-arabique. La civilisation sud-arabique, c'est cette civilisation qui s'est développée ici, ça correspond à ce qu'on appelle maintenant le Yémen, et qui déjà au Xe siècle avant Jésus-Christ avait des contacts non seulement avec l'Afrique, mais également avec le Proche-Orient, puisque Salomon aurait accueilli, c'est ce qui est précisé en tout cas dans la Bible, dans l'Ancien Testament, la Torah donc, puisque Salomon au Xe siècle aurait accueilli la reine de Saba. La reine de Saba n'était rien d'autre que la reine qui régnait sur le Yémen. On va appeler plus tard l'Arabie heureuse. Félix Arabia, d'où vient le fameux café Arabica. Petite parenthèse. Alors, ce royaume d'Aksum est donc en contact avec l'Arabie du Sud, avec toute cette région-ci, et dès le 5e siècle, son souverain va se convertir au christianisme. Au christianisme. Alors certains ont mis l'hypothèse que, avant de passer au christianisme, cette région avait été déjà, en tout cas au niveau des élites, judaïsée. Donc il y aurait eu un intermédiaire.
Donc il aurait été d'autant plus facile de se convertir au christianisme que la région aurait été préalablement, dès le IVe siècle, convertie au judaïsme. Alors, quand on passe maintenant ce royaume d'Aksum, il s'est donc développé pendant près d'un millénaire. Et puis au Xe siècle, il est en déclin et il va être remplacé au XIIe, XIIIe siècle par un autre royaume, toujours en Éthiopie, qui est le royaume de Lalibela. Lalibela. C'est à la fois le nom de son premier souverain, mais c'est également le nom de la capitale. Au XIIIe siècle s'établit la fameuse dynastie salomonienne de Salomon, dont le chef, l'empereur, que l'on appelle aussi le Négus, prétend être le descendant de Salomon et de la reine de Saba, qui se seraient unis au Xe siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit bien entendu d'une légende. Et vous savez que le pouvoir politique cherche toujours à se légitimer par une référence à la religion et par une tradition très ancienne. Tous les pouvoirs ont fait ça. Cette dynastie salomonienne, depuis le XIIIe siècle, va régner jusque dans les années 1970, je dis bien, jusqu'à une quarantaine d'années, en Éthiopie. Au moment où le dernier empereur d'Éthiopie va être assassiné par de jeunes militaires qui vont prendre le pouvoir en Éthiopie et installer un régime marxiste-léniniste, donc dans les années 70. Il me semble que c'est en 1974, si mes souvenirs sont bons. Je me réfère, non pas ici à un livre, je me réfère à mes souvenirs personnels, parce que je me souviens encore de la couverture du soir, où on voyait que le Négus avait été détrôné. Alors, je poursuis toujours avec l'Afrique orientale. Le 7e siècle, comme vous le savez, marque une rupture dans l'histoire du Proche-Orient et de l'Afrique par l'invention, la naissance d'une nouvelle religion qu'est l'islam. Au 8e siècle, les Arabes vont installer une série de ports le long de la côte orientale de l'Afrique, donc cette région-ci, non seulement la Somalie, ceci c'est donc la Somalie, la Corne de l'Afrique, mais également ici, avec évidemment un sultanat bien connu qui est le sultanat de Zanzibar, qui fait partie maintenant de la République de Tanzanie. Et donc, à partir de ce moment-là, il va y avoir un commerce qui va se développer entre l'Arabie et l'Afrique orientale, toute cette région-ci, mais aussi avec l'Inde. Donc, l'océan Indien va devenir une zone d'échange très importante. Je vais passer maintenant à l'Afrique occidentale. L'Afrique occidentale, et je pense en particulier à toute cette région-ci. Alors, successivement, 3 empires vont naître
croître et puis décliner dans cette région. Le premier de ces empires, c'est l'empire du Ghana. Alors, vous allez me dire, c'est quand même très curieux, le Ghana se trouve ici et l'empire du Ghana se trouve là. Mais oui, parce qu'au moment de l'indépendance, en 1960, pour le Ghana, ça date déjà de 1956, au moment de l'indépendance, dans la deuxième moitié du XIXe siècle des pays africains, ces pays ont voulu se donner un nom prestigieux qui renvoyait à un passé glorieux pour leur région. Rappelez-vous ce que j'ai pu vous expliquer tout à l'heure à propos des dynasties en Éthiopie, qui prétendaient remonter jusqu'à la haute antiquité, au Xe siècle. Eh bien, le Ghana, qui se trouve bien plus au sud et qui, en fait, on appelait précédemment la Gold Coast, c'est-à-dire la côte de l'or, mais a préféré choisir un nom qui renvoyait à un empire glorieux qui s'était développé au Xe et XIe siècle de notre ère. En fait, l'empire du Ghana, il se situe dans un pays que l'on appelle maintenant la Mauritanie. Voilà, la Mauritanie est l'ouest du Mali. Donc vous voyez, ça n'a strictement rien à voir avec le golfe de Guinée. Rien du tout. Alors, un deuxième empire va naître et croître. Alors, cette fois, du XIIe au XIVe siècle, c'est l'empire du Mali. Alors, le Mali actuel se trouve ici, et l'empire du Mali comprenait non seulement le Mali, mais ce qu'on appelle la Sénégambie, qui se trouve ici, la Sénégambie, vous avez ici le fleuve Sénégal. La Sénégambie, c'est donc le Sénégal, avec ce pays qui se trouve à l'intérieur du Sénégal et qui longe le fleuve Sénégal, Sénégal, qu'on appelle la Gambie. Ça va? Alors, donc, il couvrait non seulement le Mali, il couvrait la Sénégambie, mais aussi une bonne partie du Niger, qui se trouve ici, le Niger. Avec comme capitale Tombouctou. Et comme autre ville importante, Gao et Djenné. Enfin, un troisième empire va naître à la fin XIVe siècle, disons 15e, et va dominer au XVe et moins au XVIe siècle, c'est l'empire Songhai. Alors l'empire Songhai, il recouvre pratiquement l'empire du Mali en poussant une pointe plus importante dans le Niger. Donc il est plus grand, si vous voulez. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces trois empires que je viens de vous citer? Tout d'abord, c'est que ce sont des empires basés sur une culture agro-pastorale. Ce sont aussi des empires multiethniques. Alors, comment sont-ils administrés? D'une double manière. Certains territoires sont administrés directement par le pouvoir central et d'autres territoires sont administrés par l'intermédiaire de rois vassaux qui dépendent donc de l'empereur et qui doivent verser des tributs, donc des impôts. Alors cette époque est très importante
dans l'histoire de l'Afrique, elle correspond donc à ce que nous appellerions le Moyen-Âge classique et le bas Moyen-Âge, c'est-à-dire cette période qui va du Xe siècle au XVe siècle, même un peu plus loin pour l'Empire Songhai, qui va jusqu'au XVIe siècle, parce que c'est une période d'intenses échanges. Et je dirais que ce sont même ces échanges qui ont participé de la création de ces empires. Alors, en effet, la région que je vous montre ici, cette région de la boucle du Niger, qui va connaître d'ailleurs au XVe et XVIe siècle la création aussi, alors non pas d'un empire, mais d'un royaume qui s'appelle le Bénin. D'ailleurs, ce territoire, à l'époque des colonies françaises, s'appelait le Dahomey, qui avait d'ailleurs un roi. Eh bien, ce territoire a été, enfin au XIXe siècle, avant la conquête française, eh bien, ce territoire, après son indépendance, va reprendre le nom de Bénin, qui est évidemment beaucoup plus glorieux, puisqu'il renvoyait à une civilisation de bronziers. Je vous montrerai tout à l'heure, si j'ai le temps, quelques images de bronze du XVe et du XVIe siècle. Donc c'était aussi des métallurgistes, il ne faut pas oublier, des métallurgistes. Alors, ces empires se sont construits sur au moins deux bases économiques. C'est que c'est une région où on peut faire de l'agriculture et de l'élevage. On n'est pas dans la région ici du Sahara, bien entendu. On est dans des régions de savane. Alors ensuite, il y a des contacts qui vont s'établir durant ce que nous appelons le Moyen-Âge avec les Arabes et les Berbères, surtout les Arabes de la côte, du Maroc. Le Sahara, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'a pas été un barrage pour les échanges. Parce qu'on pense au désert, on pourrait considérer que c'est une sorte de frontière naturelle qui empêche les échanges. Étant donné que sur des centaines, de milliers de kilomètres, il n'y a pas âme qui vive. Toutefois, il y a quand même quelques oasis qui permettent de se ravitailler au moins en eau. Eh bien, les échanges ont été constants entre cette région de la boucle du Niger et d'autre part le nord de l'Afrique. Alors qu'est-ce qu'on échangeait? De l'or, de l'ivoire, mais aussi des esclaves. Donc là aussi, je voudrais remettre les pendules à l'heure. L'esclavage n'a pas été inventé par les Européens lorsqu'ils sont arrivés en Afrique. L'esclavage préexistait. Ce trafic d'esclaves va s'intensifier. Mais, à partir du 8e siècle, la progression de l'islam, d'abord en Afrique du Nord, et puis ensuite dans toute cette région-ci d'Afrique. Vous savez qu'au Sénégal, le Sénégal est un pays où l'islam est très présent, par exemple. Le Mali, le Niger aussi. Ce sont des régions islamisées. Eh bien, beaucoup de gens se sont convertis à l'islam parce que dans l'islam, au moins en théorie, on ne peut pas rendre esclave un autre musulman quand on est soi-même musulman. Alors là, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Vous savez qu'au XIIIe et XIVe siècle de notre ère, lorsque les Turcs ont envahi le sud-est de l'Europe, XIIIe, XIVe siècle, de nombreuses populations se sont converties à l'islam, non pas par la force, comme on pourrait le penser, mais tout simplement parce que
quand vous vous convertissiez à l'islam, vous ne deviez pas, comment dirais-je, payer un impôt qui était dû par les populations chrétiennes soumises. Et les chrétiens qui vivaient dans ce qu'on appelle maintenant la Serbie, ou la Bosnie, ou la Macédoine, ou l'Albanie, se sont convertis à l'islam essentiellement pour éviter de payer la très lourde dîme qui était due au clergé orthodoxe. Il y a ces monastères orthodoxes qui dominaient le sud-est de l'Europe, comme des monastères de même type dominaient l'Europe occidentale chrétienne, catholique à ce moment-là. Ça me paraît quand même intéressant de savoir que si vous avez tellement de musulmans en Bosnie, dans la République de Bosnie-Herzégovine, eh bien, c'est que ce sont des Serbes chrétiens qui se sont convertis à l'islam. Mais ils se sont convertis non pas de force, ils se sont convertis pour ne plus subir les lourds impôts du clergé orthodoxe. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas en général. Donc, quand vous entendez des tas comment dirais-je, de Bosniaques qui sont musulmans, mais qui portent des noms slaves, bien évidemment, ce sont des Slaves qui se sont convertis au XIIIe, XIVe et XVe siècle. Et les Albanais, c'est pas un peuple apparenté aux Turcs. Les Albanais, ce sont des Indo-Européens, mais qui, à 90%, ont été convertis à l'islam. Alors, pour en rester dans le domaine de la religion, depuis le 8e, 9e et 10e siècle, vous avez tout un mouvement de conversion de toutes ces populations d'Afrique occidentale et de toute cette région-ci à l'islam. Et c'est Alors, moi, c'est ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est de faire des liens entre l'histoire des civilisations. Et non pas, comme dans les manuels, je vous en parlais hier, d'avoir une histoire à tiroir, où on étudie successivement l'histoire de la France, l'histoire de la Belgique, l'histoire de la Russie, etc. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'il y a des mouvements contemporains dans l'histoire, à des endroits tout à fait différents, mais qui participent quelque part du même phénomène. Eh bien, l'Afrique occidentale, toute cette région-ci, a été islamisée en même temps que les Byzantins et également les catholiques, enfin les latins, parce qu'avant 1054, il n'y a pas de division entre les orthodoxes et les catholiques, en même temps que donc les chrétiens évangélisaient tous les peuples slaves. C'est intéressant de voir la progression du monothéisme en même temps. Ça va? Au 8e, 9e et surtout 10e siècle en Afrique occidentale, et en même temps, et d'ailleurs aussi en Afrique orientale, puisque je vous ai dit qu'il y a toute une série de ports qui sont à ce moment-là créés par les Arabes, et d'autre part, la christianisation des peuples slaves. C'est en effet au 9e et 10e siècle que la Pologne devient chrétienne, que la Hongrie devient chrétienne, que tous les peuples slaves deviennent chrétiens, donc que les Serbes, que les Bulgares deviennent chrétiens. Au Xe siècle, c'est le moment où la Russie, qui est Vienne, devient chrétienne. Et tous les rois de ces territoires se convertissent. C'est intéressant. De nouveau, c'est l'alliance entre le pouvoir et la religion. Et c'est plus efficace, évidemment, on peut le comprendre, pour un roi, pour un souverain, de tirer sa légitimité d'un Dieu unique, plutôt que d'une religion de type polythéiste. Parce que le roi est le représentant d'un Dieu unique dans le ciel, et lui, il est roi unique sur terre. Donc on voit l'adéquation qu'il y a entre les deux. Ceci a permis non seulement au peuple slave, mais aussi
à la même époque, 9e, 10e siècle, à ces souverains africains de pouvoir s'éloigner de ces religions polythéistes où il y avait soit des sorciers ou des chamans qui leur faisaient concurrence. Donc c'est un moyen pour le pouvoir politique de formater, évidemment, dans le cadre de leur idéologie, leur sujet. Voilà, cette parenthèse, ce parallèle étant terminé, je poursuis. Alors, je vous ai expliqué qu'il y avait 3 sujets que je comptais aborder avant le XVIe siècle avec vous, c'est-à-dire d'abord l'Afrique occidentale, ensuite l'Afrique orientale, et enfin l'Afrique australe. Il faut savoir en effet qu'en Afrique, il y a 4 grands groupes. Alors, je ne dis pas des groupes ethniques, faisons très attention. Ce sont des groupes linguistiques et culturels. Parce qu'au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, les colonisateurs avaient besoin de mettre dans des cases bien précises tous les peuples qu'ils colonisaient, pas seulement par esprit de rationalité, mais surtout pour contrôler les populations, souvent de manière artificielle, en les divisant entre elles, et pour les opposer entre elles. C'est ce qui s'est passé déjà dans la région des Grands Lacs, quand les Allemands ont colonisé le Burundi et le Rwanda, et les Belges ont repris la politique des Allemands qui était de diviser les Hutus et les Tutsis, en leur donnant des caractéristiques propres, en disant les Hutus et les Tutsis, les uns sont grands, les autres sont petits, les uns sont plutôt des agriculteurs, les autres sont plutôt des éleveurs, alors qu'évidemment, sur le terrain, ça ne se passait pas comme ça. Donc ce sont des conflits que l'on a voulu ethniciser, alors que l'origine du conflit entre les Hutus et les Tutsis est essentiellement liée à un rapport de force sur le plan politique. Évidemment, en Europe, quand on lit les journaux, on a toujours l'impression, vous savez, on caricature toujours l'histoire de peuples lointains, parce qu'on a besoin de références faciles, mais les choses sont beaucoup plus compliquées. Les Belges savent que le conflit entre les Flamands et les Wallons ne se résume quand même pas à des problèmes ethniques. Mais ça a été vécu comme tel, et en tout cas caricaturé comme tel, par exemple, par Mobutu, qui disait occupez-vous un petit peu de vos problèmes tribaux en parlant des Belges. Ben oui, nous parlons de tribalisme pour les Congolais, de conflits tribaux au Kasaï, au Kivu, au Bas-Congo, etc. Ben, à un moment donné, il s'est fichu une tête, disant oui, vos problèmes entre Flamands et Wallons, c'est quand même des problèmes tribaux. Voilà, c'était nous renvoyer en tout cas l'image déformée que nous avions nous-mêmes d'eux. Voilà. Alors, donc, première région. Alors, il y a toute cette région-ci, toute cette région-ci, grosso modo cette région-ci, ça va, qui est dont les langues et la culture sont appelées afro-asiatiques. Afro-asiatiques. Donc, ces langues appartiennent à un groupe beaucoup plus large qui comprend également les langues sémitiques comme l'hébreu et l'arabe, ou les langues de la Mésopotamie ancienne, dont j'ai pu vous parler précédemment, ou dont je vais vous parler plus tard, excusez-moi, en particulier l'acadien, qui comprend, je dirais, des sous-groupes comme le babylonien et l'assyrien, mais pas les sumériens, qui appartiennent à un autre groupe. Voilà, donc ça, toute cette région-ci, ce sont les langues de type afro-asiatique. Ensuite, vous avez ici, dans cette région-ci, une région qui se trouve dans le sud-ouest de l'Afrique, vous avez ce qu'on appelle des langues à clic, qui est lié simplement au fait qu'on entend quand ces populations parlent. Il y a 2 types de langues, deux types de peuples dans ces régions-là. Ce sont ceux qu'on appelait jadis les Hottentots et les Bushman.
hein, c'est-à-dire les hommes des bois, et que maintenant on appelle les San et les Khoikhoi. Ça va? Donc il faut bien distinguer. Dit qui se trouve dans la région de la Namibie, hein, et au Botswana. La Namibie, comme vous savez, correspond en gros ici, attendez, non, c'est un peu plus haut, ici, c'est en gros le désert du Kalahari, hein, tandis que le Botswana, c'est une région de savane ici, hein, qui est essentiellement, attendez un petit peu plus haut, ici, c'est ça, hein, caractérisée par des bois, une savane boisée plus exactement, qui a donné son nom à ce que l'on appelait jadis les Bushmen, hein, les hommes des bois. Voilà, je vous rappelle que le nom du président Bush, ça voulait dire tout simplement du bois, hein, si on traduit en français. Alors, premier groupe, afro-asiatique, deuxième groupe, ici. Alors vous avez un petit groupe, évidemment, dont je ne vais pas vous parler parce qu'il est vraiment très peu important dans cette région-ci, dans la forêt équatoriale, ce sont les pygmées. Ils sont très différents des autres peuples, ils sont petits, ça je ne vous apprends rien, mais ils ont également comme caractéristique morphologique d'être très musclés, hein, parce que ce sont des peuples, une population qui vivait donc, comment dirais-je, qui vivait dans la forêt et qui montait aux arbres, et qui monte toujours aux arbres très très facilement. Voilà, donc c'est nouveau phénomène caractéristique darwinienne, adaptation au milieu. Alors, outre ces deux grandes populations dont je vous ai parlé, il y a ici, toute cette région-ci. Alors, ça part de là, ça contourne. Attendez, il faut que je vois bien ici. Oui, toute cette région-ci, sauf celle-ci, tout ceci donc. Tout ceci, ce sont des populations bantoues, B-A-N-T-O-U-E-S. Bantou, dans les langues qui appartiennent à ce groupe linguistique, signifie tout simplement les hommes. Donc les linguistes européens ont décidé de donner ce nom-là à ces populations. Alors, outre cela, il y a dans cette région-ci, ici seulement, également ici, des populations que l'on appelle des populations nilotiques. Ça va? Donc c'est le quatrième grand groupe linguistique dans ces régions. Ça va? Donc vous avez retenu le nom des quatre grands groupes. D'une part, le groupe afro-asiatique, le groupe bantou. Ces deux groupes en surface, ça ne veut pas dire beaucoup de choses pour le premier groupe, parce que vu l'importance de la surface du Sahara, ça réduit évidemment leur nombre. Hein. Et puis alors ensuite, le groupe donc, qui se trouve dans le sud-ouest, hein, marqué par les langues atliques, hein, les peuples San, les Khoikhoi, et enfin donc le groupe nilotique, saharo-nilotique. Voilà. Alors maintenant, un autre élément qui me paraît important, et j'en arrive à la troisième chapitre, si je puis dire, de mon exposé. Vous vous souvenez, le premier concernait, après avoir vu évidemment la préhistoire, j'ai vu d'abord l'Afrique orientale, avec l'Éthiopie, j'ai montré ses origines nubiennes et sud-arabiques. Je vous ai parlé également à ce propos de la création de ces ports d'origine arabe et en liaison justement avec la péninsule arabique et qui commerçait également avec l'Inde. Dans un deuxième temps, je vous ai parlé des trois grands empires de la boucle du Niger, à savoir 1, l'empire du Ghana, 2, l'empire du Mali, 3, l'empire Songhai. Hein, ces trois empires couvrant la période du Xe siècle au XVIe siècle, avec une petite parenthèse pour le royaume du Bénin, 15e, 16e siècle. Et puis maintenant, j'en arrive à la troisième partie de mon exposé, c'est-à-dire l'Afrique australe. Alors l'Afrique australe, c'est toute cette région-ci, je dirais. Alors toute cette région-ci,
Cette Afrique-là est marquée essentiellement par, je dirais, les populations bantoues. Donc les populations bantoues, alors les populations bantoues qui sont divisées en de multiples peuples, hein, bien entendu, mais qui ont une origine commune. Alors, quelle est cette origine? Je vous ai dit qu'il y avait eu la désertification du Sahara, vous vous souvenez, hein, du 3e au 1er millénaire avant Jésus-Christ. Il semblerait bien que l'origine des populations bantoues se situe ici, c'est-à-dire au Cameroun. Quand je dis l'origine, ça veut dire l'endroit, hein, d'où les groupes linguistiques dont sont issues toutes les langues d'Afrique australe seraient issus. Alors donc en fait, le Cameroun. Alors, du Cameroun, ces populations seraient parties via la forêt tropicale ici, voilà, et auraient occupé donc la partie occidentale de l'Afrique. Elles seraient aussi et surtout parties vers le sud. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que cette émigration bantoue s'est étalée sur plus d'un millénaire. Je dirais même plus, sur un millénaire et demi au moins. En effet, entre, je dirais, 500 à 1500, les populations bantoues émigrent et descendent lentement, mais ça s'est fait très lentement. Donc il n'y a pas eu d'invasion. Il ne faut pas, comme on le voyait dans les manuels jadis, faire une comparaison entre les invasions entre guillemets bantoues et les grandes invasions, hein, du 4e et 5e siècle en Europe occidentale, les grandes invasions germaniques à la fin de l'Empire romain. Pas du tout. C'était en fait une progression très lente sur des siècles et des siècles. Et les Bantous ont progressé donc vers le sud. Hein, ils ont progressé vers le sud, après avoir également donc, parti vers le nord en faisant le contour de la forêt ici, en passant par la forêt tropicale pour arriver dans les savanes. Et les Bantous vont arriver avec leur technique, avec leur... ce sont, je dirais, des pasteurs et ce sont des agriculteurs. Ils vont faire, déjà dans la deuxième moitié du premier millénaire de notre ère, et ensuite, parallèlement, et c'est ça qui me passionne, moi, c'est de voir la contemporanéité, la simultanéité des phénomènes culturels étant pris au sens large, c'est-à-dire pas seulement économiques, mais également sociaux, de type civilisationnel. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est qu'aussi du 10e au 11e, 12e, 13e siècle, au moment où il va y avoir la grande expansion en Europe occidentale, dans les campagnes, qui va permettre à partir du 12e et du 13e siècle la création de ces villes qui vont pousser comme des champignons et dans lesquelles on va construire des cathédrales, eh bien à la même époque, les Bantous colonisent le sud de l'Afrique. Quand on dit le sud de l'Afrique, ce n'est pas l'Afrique du Sud, hein, c'est toute cette région-ci. Alors c'est intéressant, pourquoi? Parce que quand on voit l'histoire de l'humanité d'un point de vue macro-historique, hein, c'est-à-dire en essayant de comparer, de mettre ensemble toutes les civilisations, eh bien il apparaît que l'être humain poursuit sa colonisation depuis la préhistoire, c'est-à-dire depuis ce que nous appelons chez nous le paléolithique moyen, depuis 100 000, et bien donc l'émigration venant d'Afrique orientale qui a conduit à ce que l'Homo sapiens occupe l'Asie, occupe l'Australie, passe le détroit de Bering, hein, il y a plus de 20 000 ans, arrive, colonise toute l'Amérique, eh bien ce mouvement il continue dans ce que nous appelons le Moyen-Âge. Et donc, pendant notre
notre Moyen-Âge, le mot Moyen-Âge n'a évidemment pas de sens, évidemment, pour les populations africaines. Hein. Déjà pour nous, ça n'a pas beaucoup de sens, mais encore moins pour les populations africaines. Eh bien, donc, la colonisation se fait simultanément en Afrique par ces Homo sapiens, c'est-à-dire nous-mêmes, et d'autre part, ici, hein, dans toute cette région-ci, pas là, excusez-moi, ma baguette était mal orientée. Donc, dans toute cette région-ci, c'est descend vers le sud, pendant que les Européens, à la même époque, vont coloniser l'Est de l'Europe. C'est le fameux Drang nach Ost des Allemands, c'est-à-dire la poussée vers l'Est. Lorsque les chevaliers teutoniques, qui ont abandonné évidemment au lendemain de la défaite des croisés, hein, dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, vers 1270, hein, la défaite de Saint-Jean d'Acre, ces chevaliers teutoniques qui vont coloniser par la force, bien souvent, l'Est de l'Europe, mais pas seulement les chevaliers teutoniques, il y a tout ce mouvement de colonisation de l'Europe centrale et même de l'Asie du Sud-Est, qui explique que vous avez des populations germaniques en Russie, mais surtout, enfin, mais en Russie, ça c'est parce que ça remonte souvent au XVIIIe siècle, à l'époque de Catherine le Grand, hein, la région de la Volga, il fallait peupler à ce moment-là, mais surtout, je dirais, en Hongrie et en Roumanie. Quand vous allez en Transylvanie, vous avez des villes où vous pouvez converser en allemand sans difficulté, en Hongrie aussi. Donc, ce sont ces paysans, colonisateurs, défricheurs, qui viennent d'Europe occidentale, qui vont progresser vers l'Est. Eh bien, ce mouvement-là est parallèle, il est un peu postérieur d'ailleurs aussi, mais il est aussi parallèle à la colonisation de l'Afrique australe. Et moi, ça m'intéresse de voir tout ça d'un point de vue anthropologique, donc vous n'êtes pas dans une histoire à tiroir où il y a l'histoire de l'Europe au Moyen-Âge, l'histoire de l'Afrique. Ça se passe en même temps. Je vous ai parlé tout à l'heure de la métallurgie, vous vous souvenez? Au premier millénaire, la métallurgie du fer, au premier millénaire avant Jésus-Christ. Ça se passe en même temps, alors qu'il n'y a pas de lien apparent et connu jusqu'à présent. C'est quand même intéressant, comme s'il y avait une sorte de maturation collective de l'humanité. Moi, c'est une hypothèse qui m'intéresse beaucoup, à titre personnel. Et alors, c'est seulement quand on dit, oui, il y a eu des grandes découvertes, mais quand on... D'ailleurs, la carte s'appelle hein, le temps des grandes découvertes, ici. Ben, le temps des grandes découvertes, c'est toujours le point de vue européen, mais les Africains, leur grande découverte, c'était la découverte de l'Afrique australe. Ça va? De la même manière que les Russes, ils colonisent la Sibérie au XVIIe siècle, les Russes colonisent le Turkestan, hein, c'est-à-dire la région de l'Asie centrale au XIXe siècle, hein, quand ils colonisent et qu'ils vont annexer les sultanats, les khanats plutôt de Bukhara et de Khiva, hein, qui se trouvent à l'heure actuelle donc, dans le territoire de l'Ouzbékistan. Donc moi, je trouve ça passionnant, personnellement. Et donc, en fait, quand on dit les grandes découvertes, ben oui, les grandes découvertes du point de vue des Européens, mais cette colonisation de l'Amérique n'est rien d'autre qu'un prolongement de la colonisation de l'Europe orientale par les Européens. Et n'oubliez pas qu'il y a d'abord eu la reconquête, hein, qui a permis pas la rechristianisation, mais la reconquête de l'Espagne hein, jusqu'au XVe siècle par les rois catholiques, qui se termine en 1492 avec la prise de Grenade par Ferdinand V d'Aragon et Isabelle II de Castille. Ça va? Bon. Alors maintenant, il y a le grand événement, évidemment, qui va bouleverser l'histoire de l'Afrique. C'est la colonisation. D'abord, la traite. La traite des esclaves. Alors, je vais aller peut-être un peu plus vite maintenant, parce que ça, ce sont des choses que vous connaissez certainement. Alors, ce dont je n'ai pas jusqu'à présent, je crois que ça vous était certainement inconnu. Alors, à partir du XVIe siècle, il se produit un événement catastrophique pour l'Afrique. Hein, c'est le développement de la traite. Le développement de la traite, je vous dis que l'esclavage existait en Afrique précédemment, mais la traite, c'est quelque chose qui va affecter sur le plan démographique, sans compter les souffrances, des sévices sur le plan physique, terriblement l'Afrique. On a compté qu'il y avait aux environs de 35 millions d'habitants en Afrique, en comprenant l'Afrique blanche, vers 1500. Au XIXe siècle, il y aurait eu 150 millions d'Africains, en comprenant l'Afrique blanche aussi.
Donc, on remarque que la ponction en hommes s'est faite pendant une période de croissance. Parce que vous remarquez qu'en 3 siècles et demi, on est quand même passé de 35 millions à 150 millions, ce qui est une croissance quand même assez remarquable. Eh bien, pendant cette période-là, on compte, pendant ces 3 siècles et demi, qu'il y aurait eu, alors les chiffres varient, mais entre 10 millions et 15 millions d'Africains qui ont été déportés en Amérique. Quand je dis en Amérique, c'est donc dans les Antilles, en Colombie, au Brésil, ce qui explique cette population très métissée que l'on trouve au Brésil, et également donc dans le sud des États-Unis, qui explique qu'il y a près de 20 millions d'Américains noirs à l'heure actuelle. Alors, vous imaginez entre 10 et 15 millions d'Africains déportés. Mais 10 ou 15 millions d'Africains déportés laissent de côté tous ceux qui sont morts sur le chemin entre l'Afrique et l'Amérique. Ils étaient évidemment, ils vivaient des conditions épouvantables, ils étaient dans les cales des navires, placés comme des sardines avec 60 cm de hauteur pour chacun des étages sous le pont. Ils étaient vraiment placés comme des sardines. Alors vous imaginez, quand le voyage dure plus de 2 mois, les conditions sanitaires, ils étaient attachés. Donc vous imaginez, ils étaient enchaînés. Donc quand pendant 2 mois vous vivez dans des matières fécales, dans de l'urine, que vous avez des maladies, vous avez le scorbut, en plus de ça, la proportion de ceux qui arrivaient était extrêmement faible. Et quand ils arrivaient sur place, c'était les plus valides qui survivaient, et ce qui les attendait, ce n'était pas spécialement comique non plus. Voilà. Donc je ne vais pas m'attarder sur cette traite négrière qui s'inclut dans le fameux commerce triangulaire dont je vous parlerai plus tard. Ce commerce, donc des navires partaient d'Europe, avec la verroterie à échanger sur la côte ici, sur la côte des esclaves, ici au Nigeria, surtout au Nigeria et en Angola. Les navires repartaient donc vers le Brésil, vers les Antilles, avec ces esclaves. Là, on déchargeait les bateaux et on les rechargeait avec les produits coloniaux comme le coton, le sucre, le tabac, le café, le cacao, etc. L'histoire de l'Afrique est une histoire dramatique après le XVIe siècle. Alors que l'Afrique avait connu plusieurs civilisations brillantes, je vous l'ai expliqué, depuis l'Antiquité. Au XIXe siècle, c'est la ruée des peuples européens pour coloniser l'Afrique. La ruée des peuples européens. L'Afrique va être, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, partagée entre les grandes puissances européennes qui sont essentiellement dans la partie occidentale de l'Afrique, la France, et dans la partie orientale, la Grande-Bretagne. En 1885, au congrès de Berlin, tous les territoires de l'Afrique sont partagés, mais alors là, entre toutes les grandes puissances européennes présentes, et on va partager ce qui reste du gâteau et qui n'est pas encore entre les mains appropriées par l'une de ces puissances. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, vous aurez des leçons en 3e sur l'histoire de la colonisation et de la décolonisation. Je voudrais maintenant, pour aller vers la conclusion, vous dire que cette colonisation s'est faite évidemment par intérêt économique essentiellement, à titre principal. Il s'agissait de piller les ressources locales. La décolonisation, elle, s'est faite après la Deuxième Guerre mondiale, pour les pays d'Afrique noire, essentiellement aux environs de 1960.
Ça a commencé en 1956, entre autres avec le Ghana, et ça s'est poursuivi dans les années 60, avec, je dirais, comme conclusion, au début des années 90, l'indépendance de la Namibie, hein, le territoire qui se trouve ici, que l'Afrique du Sud, jusqu'à la fin de l'apartheid, n'a pas voulu, comment dirais-je, rendre aux populations locales, puisqu'elle disposait depuis le traité de Versailles de 1919 un protectorat sur cette région-là. Et que, en 1960, l'Union sud-africaine est sortie du Commonwealth, elle est sortie, je dirais, même de la communauté des nations, puisqu'elle était très critiquée par sa politique. Alors, je vais vous parler maintenant de deux pays, parce qu'il n'est pas possible de parler de l'histoire de tous les pays d'Afrique, bien sûr, c'est pas possible, après l'indépendance, de deux pays. Le premier pays dont je vais vous parler, c'est justement l'Union sud-africaine. Alors, au XVIIe siècle, des colons hollandais et français vont s'établir dans le sud de l'Afrique australe. Ils vont profiter essentiellement de la présence du Cap pour fournir en viande les navires qui passaient par là pour se rendre aux Indes. Au début du XIXe siècle, les Anglais également s'établissent au Cap, et dans les années 1830, je crois que c'est en 1836, les colons hollandais et français les descendants des colons français vont partir à l'intérieur des terres, donc dans cette région-ci. Donc ils vont quitter, je dirais, le sud de l'Afrique australe où s'établissent les Anglais, ils fondent la colonie du Cap, ici, et ils vont s'établir ici. Cette région, ils vont fonder des républiques, qui vont d'ailleurs être reconnues par les Anglais dans les années 1850, je crois que c'est en 1854 et 1856. Ces républiques indépendantes de colons hollandais, hein, ce sont les colonies du Transvaal, les États du Transvaal et de l'Orange. L'Orange est le nom d'un fleuve, d'ailleurs, hein, qui se jette dans l'océan Indien. Attendez, je dis dans l'océan Indien, je suis en train de dire de bêtises, dans l'océan Atlantique, hein, excusez-moi. Donc c'est cette région-ci. Mais à la fin du XIXe siècle, une guerre éclate entre les Anglais et ces États du Transvaal et d'Orange, parce que les Anglais veulent effectivement annexer ces régions. Il y a une guerre très dure entre 1899 et 1902. Ceux que l'on appelle les bourgs, c'est-à-dire les paysans, sont battus. Le président Kruger est battu. Et une union, donc un État fédéral, va être créé à ce moment-là, sous l'autorité du Royaume-Uni. Et c'est donc, je crois, oui, c'est en 1910 que ce protectorat, enfin cette colonie britannique, va devenir un dominion, c'est-à-dire un État indépendant qui appartient au Commonwealth britannique. L'histoire de l'Afrique du Sud au XXe siècle est marquée par l'apartheid. L'apartheid résulte de lois raciales qui sont votées en 1948, donc après la Deuxième Guerre mondiale, tenez-vous bien. Cet apartheid va être mis en place donc de 1948 et va tenir jusqu'en 1991, c'est-à-dire au moment où, à la suite de la pression internationale et de la pression interne des populations noires, qui représentaient la grande majorité de la population d'Afrique du Sud, l'apartheid tombe. Ce fut une période de lutte importante
est très dur entre, d'une part, le pouvoir blanc raciste et, d'autre part, l'ANC, c'est-à-dire le Congrès national africain, donc African National Congress, qui était le nom du parti principal, parce qu'il y en avait d'autres, des populations locales. Ce parti avait perdu son chef de file en 1964, lorsque son leader, donc Nelson Mandela, a été emprisonné pour 27 ans. Dans plusieurs prisons, mais la principale, c'était Robben Island. C'est une île qui se trouve au large du Cap, si mes souvenirs sont bons, et que l'on peut d'ailleurs visiter. Hein, voilà, on peut visiter la cellule de Nelson Mandela. Alors, à la suite de ces pressions internationales, finalement, l'Afrique du Sud ne peut plus tenir, parce qu'il y a un boycott sur le plan économique. Nelson Mandela est libéré, et en 1973, si mes souvenirs sont bons, il reçoit le prix Nobel en même temps que Frédéric de Klerk, qui était le président blanc de l'Afrique du Sud, et qui avait dû faire des concessions. Ils avaient dû se mettre d'accord pour la constitution d'un nouvel État, multiethnique cette fois-ci, où les Noirs et les Blancs allaient vivre à égalité. Et en 1994, Nelson Mandela devient donc le premier président noir de l'Afrique du Sud. Il lui a succédé, parce que c'est un homme qui vit toujours, était très âgé, par le président Mbeki, et maintenant c'est le président, comment il s'appelle encore, Zomba, je crois, hein, qui est président donc de l'Afrique du Sud. Voilà. Donc maintenant l'Afrique du Sud est un des pays émergents, parce que c'était en fait un pays qui avait une économie de type occidental, mais qui oppressait sa population noire. De nombreuses révoltes ont lieu. Il y a eu des milliers de morts, en particulier à Soweto, ce qui veut dire South-West Town, hein, qui se trouve donc au sud-ouest, comme son nom l'indique, de Johannesburg. Voilà. Vous savez que l'Afrique du Sud possède des richesses très importantes en or et en diamants, entre autres choses. On va passer maintenant au Congo. Alors, je ne pouvais pas, évidemment, faire l'impasse sur l'ancienne colonie de la Belgique. Le Congo, je dis bien le Congo belge, hein, celui qui se trouve sur la rive droite du fleuve Congo, puisque sur la rive gauche, là, c'est un Français qui a colonisé cette région, Saint-Organ de Brazza plutôt, qui a fondé Brazzaville. Alors, le bassin du Congo, pour sa plus grande partie, va être colonisé suite à l'initiative du roi des Belges Léopold II, qui règne depuis 1869, qui avait succédé donc à son père Léopold Ier. C'est un homme qui a des rêves qui dépassent de loin, je dirais, la dimension du territoire belge. Il veut à tout prix que la Belgique ait une ou des colonies. Il va se tourner vers toute une série de possibilités en Asie, en Amérique centrale. Tout cela va échouer et finalement, il demande à Stanley, qui est un journaliste anglo-saxon, de retrouver Livingstone, qui revient de l'Est, mais surtout, essentiellement, d'explorer les possibilités économiques de ce bassin. En 1885, il se fait reconnaître à la conférence de Berlin la propriété personnelle de ce territoire. Je dis bien personnelle, ce n'est pas une colonie de la Belgique, elle ne le sera quand le Congo ne sera une colonie de la Belgique qu'un an avant la mort de Léopold II, donc en 1908, puisque lui meurt en 1909, et il devient le souverain de l'État indépendant du Congo, indépendant étant entre guillemets, puisque c'est sa propriété personnelle.
Il promet à ce moment-là, effectivement, que le commerce international y sera libre et qu'il s'agira d'un État neutre. Léopold II va envoyer toute une série d'agents pour mettre en œuvre son programme de rentabilité, de rentabilisation plutôt de ce vaste territoire en Europe centrale qui se trouve donc pour une grande partie de l'Europe, de l'Afrique donc équatoriale, centrale, et à ce moment-là, des colons partent, des agents du roi partent. Il va avoir une chance inouïe, c'est que, sur le plan conjoncturel, c'est que quand il prend possession du Congo, on ne savait pas très bien ce qu'il y avait au Congo. Il va faire signer par ses envoyés près de 500 traités avec des rois noirs, qui lui verront du feu, évidemment, à ce moment-là, et lui, qui seront donc ses vassaux officiellement. En fait, lui, il en aura la souveraineté complète, dans les faits, pratiquement. Et l'événement tout à fait remarquable qui se produit, c'est que l'on invente l'automobile à la fin du XIXe siècle. Et il se fait que l'on découvre du caoutchouc au Congo. C'est bien. C'est évidemment la mine d'or pour lui. Vous savez que les automobiles ont besoin de pneus. Je ne vous apprends rien. Donc, il va profiter de ce marché de l'automobile pour pouvoir extraire à grande quantité, et surtout vendre la sève de l'EVA, donc le caoutchouc. Ça va faire sa fortune à ce moment-là. Mais le Congo coûte très cher, donc il va demander à plusieurs reprises de l'argent à l'État belge. Mais il fait travailler des Africains de manière tout à fait éhontée. Beaucoup d'entre eux, des milliers d'entre eux, on a même dit des millions d'entre eux, vont mourir à la tâche. Léopold II va devoir subir des campagnes de presse essentiellement anglaises contre lui. Les Anglais n'étaient pas très propres non plus. Si on menait cette campagne contre lui, c'était pour des raisons économiques, ce n'était pas tellement pour des raisons humanitaires. Vous pensez bien, c'était dans le cadre de la lutte de ces propagandes respectives des pays prédateurs, à ce moment-là. En 1908, Léopold II, donc, cède le Congo à la Belgique. Alors, je vais aller très vite sur les événements parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. On pensait encore dans les années 50 que le Congo allait rester belge pour plusieurs dizaines d'années, mais on est dans un mouvement, je dirais, contre lequel on ne peut rien faire, qui est celui de la décolonisation en Asie et en Afrique. Et dès 1958, les choses commencent à sentir mauvais. Et en janvier 1959, il y a des centaines de morts et des milliers de blessés à Léopoldville, qui va s'appeler par la suite Kinshasa. Et très rapidement, les autorités belges se rendent compte qu'il y a vraiment un problème congolais et qu'il faut résoudre les choses rapidement. Mais on va les résoudre tellement vite que loin de résoudre les problèmes, on va les susciter, parce que cette indépendance n'a pas été préparée. Il y avait deux chefs importants de partis politiques à ce moment-là. Il y avait d'une part Kasavubu, qui est le président de l'Abaco, qui repose essentiellement sur l'ethnie du Bas-Congo, et d'autre part Patrice Lumumba. Patrice Lumumba, qui est un révolutionnaire nationaliste, comme il y en a d'autres à cette époque-là, en Algérie ou ailleurs, et qui, lui, repose à un parti qui s'appelle le Parti national congolais, le MNC. Une table ronde est organisée dans le premier semestre 1960, et dès le mois de mai, je crois que c'est le 19 mai, on décide l'indépendance. Pour le 30 juin, vous imaginez. Bon. L'indépendance est proclamée, mais il n'y a pas d'élite
capable de gouverner à ce moment-là le Congo. D'autant plus que les Belges avaient tout fait pour empêcher la création de cette élite. Alors on a longtemps dit que les Belges étaient, comme les Français et les Anglais dans d'autres régions, bien entendu, hein, étaient à l'origine des chemins de fer. Oui, c'était pourquoi? Pour transporter les minerais de cuivre qui venaient du Chaba, donc du Katanga. Effectivement, on a construit des routes, mais tout ça, c'était pour piller le Congo. On a construit évidemment des écoles, mais les écoles, il ne s'agissait pas que les élèves aillent au-delà du cycle inférieur des humanités, donc ce qu'on appelait à l'époque les études moyennes. Donc au-delà de 15 ans, on ne pouvait pas faire d'études quand on était congolais. Hein? Pourquoi? Parce qu'on avait besoin de fonctionnaires pour les postes, pour faire tous les petits boulots, quoi. Hein, pour les petits fonctionnaires. Quand vous pensez qu'au moment de l'indépendance du Congo, il y avait moins de 10 Congolais qui avaient fait l'université. On ne voulait pas, c'était évidemment des fils de rois locaux qui avaient fait des études. Patrice Lumumba lui-même n'avait pas pu faire d'études au-delà de ses 15 ans. Hein, il n'avait fait que des études moyennes. C'est un homme très intelligent. Voilà. Alors, même chose, on a construit des hôpitaux, mais pourquoi? Mais les hôpitaux, c'était essentiellement pour réparer la main-d'œuvre qui travaillait dans les mines. Hein. Donc il ne faut pas toujours essayer d'imaginer que quand, que ce soit les Belges, les Français ou les Anglais, quand on a créé ces infrastructures routières, ferroviaires, quand on a créé les écoles, quand on a créé les hôpitaux, c'est évidemment avec un intérêt. On n'a pas fait ça pour apporter la civilisation. Alors je ne dis pas qu'il n'y avait pas quelques missionnaires qui, eux, étaient dans leur trip personnel, hein, je ne dis pas ça, certainement. Mais enfin, ce n'est pas pour ça qu'on a fait la colonisation. Ce n'était pas pour apporter donc le progrès à des peuples considérés à l'époque comme primitifs. Voilà, je termine ici cette histoire de l'Afrique. J'ai dû faire un survol, vous imaginez, de plusieurs millénaires pour un continent immense, mais au moins vous aurez quelques notions sur l'histoire de ce qu'on appelle le Sud. Hein, avec, vous aurez d'autres chapitres sur l'Afrique du Sud, sur l'Asie par exemple. Je vous présente maintenant quelques ouvrages qui pourront être utiles pour préparer vos leçons et surtout pour pouvoir alimenter vos nuits en lecture dans les années qui viennent. Tout d'abord, un atlas historique de l'Afrique publié aux éditions Jaguar. Je vous montre une page quelconque. Voilà. Donc chaque fois sur la page de gauche, vous avez du texte et sur la page de droite, vous aurez chaque fois donc une carte. Ensuite, une synthèse générale, histoire générale de l'Afrique noire, sous la direction de Hubert Deschamps, aux presses universitaires de France. Je vous ai apporté le premier volume. Il y en a deux. Alors, l'Afrique noire, alors c'est dirigé par Pierre Salmon aux éditions Medens. Ensuite, l'Afrique noire de Laure Meyer, musique, sculpture, bijoux. Aux éditions Terrail. Dans le même genre, je peux vous montrer de Jean Cornet, Art de l'Afrique noire. C'est un gros livre aux éditions Arcade. Alors, de John Haïf, Les Africains, histoire d'un continent, en chant Flammarion. De Cornevin, Histoire de l'Afrique, les origines à la Deuxième Guerre mondiale, en petite bibliothèque Payot. Alors, là, je vous conseille très vivement ce fascicule qui vient de sortir au mois de mai 2010 de Pierre Boyer et de Jean-Pierre Chrétien, qui sont deux éminents professeurs d'histoire de l'Afrique, Histoire de l'Afrique ancienne, 8e, 16e siècle.
Alors, les royaumes africains, dans une collection bien connue, les grandes époques de l'homme. Et vous voyez donc des sculptures béninoises, 15e, 16e siècle. Alors, de Georges Ballandier, un classique, La vie quotidienne au royaume de Congo du XVIe au XVIIIe siècle, chez Hachette. Alors, de Jan Vansina, publié jadis par l'université Lovanium de Léopoldville, Les grands royaumes de la savane. Jan Vansina, qui est vraiment un pionnier en matière d'histoire orale. Il écrit d'ailleurs un ouvrage méthodologique et de critique historique très intéressant à ce sujet-là. Je n'ai pas eu l'occasion de vous parler des royaumes de la savane du sud Congo, d'Angola et de Zambie, que sont les royaumes Luba et Lunda. Alors, le livre noir du colonialisme sous la direction de Marc Ferraud, 16e, 21e siècle, chez Robert Laffont. Alors, une contre-histoire, mais alors là, très militante, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'erreurs sur le plan historique, mais ça n'a aucune importance parce que l'objectif qui est le mien quand je vous montre ce livre de Malcolm X, sur l'histoire afro-africaine, publié chez Aden, n'est pas tellement de vous montrer un livre d'histoire, mais de vous montrer un ouvrage politique très militant qui réécrit complètement l'histoire de l'Afrique et des relations entre l'Afrique et l'Amérique, les États-Unis, donc l'histoire de l'esclavage. De Jean-Louis Miège, aux presses universitaires de France, Expansion européenne et décolonisation de 1870 à nos jours, en Nouvelle-Clio. Toujours dans la même collection de Catherine Cochry-Vidrovitch et d'Henri Monniot, L'Afrique noire de 1800 à nos jours. Alors, un recueil d'articles de Jean Stengers, Congo, mythes et réalité, 100 ans d'histoire. Alors, c'est chez l'édition du Culot. De Guy Van Tench, La Belgique et le Congo, Nouvelle histoire de Belgique, volume 4, aux éditions Complexes. On voit évidemment une peinture naïve, ici d'un Congolais, où on voit le roi Baudouin et Patrice Lumumba, donc le premier ministre du Congo. Alors, un petit livre qui est paru récemment, édition Moulinsart, Tintin au Congo de Papa, texte de Daniel Couvreur. L'Afrique au XXe siècle, chez Armand Collin, de Hélène d'Almeida Topor. Histoire de l'Afrique contemporaine, de la Deuxième Guerre mondiale à nos jours, de Cornevin, Petite bibliothèque Payot. L'Afrique de la décolonisation à l'indépendance, un que sais-je, dû à Ad Stam. Sous la direction de Jean-Loup Amsel et Eikia Mbokolo, c'est un historien congolais qui vit à Paris, mais qui a publié beaucoup de choses, au cœur de ethnie, tribalisme et État en Afrique. Édition La Découverte, collection Poche. De Colin Brackman, journaliste connu du soir et spécialiste de l'Afrique centrale, Le dinosaure, le Zaïre de Mobutu, chez Fayard. Alors, le numéro de juin 2010, donc ça a 5 mois, d'Espace de Liberté, est un spécial Congo. Alors, le numéro de Jeune Afrique, qui date d'avril 2010, est consacré à 1960-2010, 50 ans d'indépendance, héritage, business et politique. Vous avez des fiches
pour chacun des pays. Je vous montre ça. Voilà, en tout cas la lettre M, Malawi et Mozambique. Vous voyez la situation économique, politique de ces pays. Alors, un ouvrage dû à un ami, Patrick Kelders, qui s'intitule « Si peu d'humanité, récit de vie d'un humanitaire en Afrique » aux éditions L'Harmattan. C'est un ouvrage très intéressant qui parle donc de l'auteur parle de son vécu sur le terrain. C'est un ouvrage qui vient de sortir. Alors, dans un numéro spécial du Point, hors série, avril 2009, La pensée noire, les textes fondamentaux. Alors, quand on dit la pensée noire, ce n'est pas seulement les Noirs d'Afrique, c'est évidemment aussi les Noirs des Antilles, les Noirs des États-Unis, entre autres. Un numéro spécial du Courrier international de juin 2010, consacré à Mandela, un héros de notre temps. Alors, maintenant, quelques ouvrages qui ne sont plus des ouvrages d'histoire au sens strict. Un grand classique que moi j'aime beaucoup, de Pierre Gourou, que j'ai encore eu la chance d'écouter à l'Université de Bruxelles, qui enseignait à l'ULB et au Collège de France à Paris. Alors, Terre de bonne espérance, le monde tropical. Donc ça ne concerne pas seulement l'Afrique, bien entendu, ça concerne aussi l'Asie et l'Amérique du Sud. Alors, sous la direction de Pierre Bonte et Michel Izard, aux presses universitaires de France, dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie. De Jean-Paul Collen, éléments d'anthropologie sociale et culturelle, aux éditions de l'Université de Bruxelles, si vous vous intéressez aux sciences sociales, à savoir ce que c'est qu'un lignage, le pouvoir matrilinéaire, etc., etc. Jean-Paul Collen a longtemps réalisé une émission formidable qui s'appelle Terre, planète des hommes, à l'RTBF. De Nadel, un classique, chez Maspero, Byzance noire, le royaume des Noupés du Nigeria. Alors, de l'anthropologue bien connu en France, Georges Palandier, Afrique ambiguë, en terre humaine poche, en presse pocket. Alors là, un grand classique, l'ouvrage de Michel Léris qui s'appelle L'Afrique fantôme, qui en fait relate la fameuse mission Dakar-Djibouti dans les années 1930, si mes souvenirs sont bons, chez Gallimard. Alors, deux livres d'une grande africaniste qui enseignait au Collège de France, Françoise Héritier, Masculin et féminin. Ici, j'ai pris le 2, Dissoudre la hiérarchie, chez Odile Jacob. Et alors, un ouvrage qui est en fait une succession d'entretiens du même auteur, chez Odile Jacob, où elle parle de sa vie, comment son itinéraire intellectuel a progressé. Alors, un classique qui concerne l'histoire du Congo, un roman du grand romancier Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres, dont on a fait un film d'ailleurs, qui montre ce qui se passait dans le Congo de Léopold II. Et je peux aussi vous le montrer sous la forme d'un CD, texte intégral lu par Denis Lavant, aux éditions Télème. Alors, du grand romancier américain Hemingway, Les vertes collines d'Afrique. Donc maintenant, je vous montre des romans. Ensuite, du prix Nobel qui vit au Nigeria, de Wole Soyinka, Une saison d'anomie. Alors aussi, d'un grand romancier africain, Amadou Kourouma, En attendant le vote des bêtes sauvages. Du même auteur, Outrage et défi, Monet plutôt, Outrage et défi.
toujours au Seuil, collection de points. Du même auteur, Allah n'est pas obligé, toujours en points, du même auteur. Alors, un ouvrage assez attachant, Yaba Terminus, aux éditions du Serpent Noir, d'Achille Ngoye. Alors, de Mongo Betty, un grand auteur africain, Trotte Soleil tue l'amour, chez Julliard. Du prix Nobel de littérature sud-africain, Disgrâce, de Coetzee. Du même Michael K. Sa vie, son temps, toujours en point, Seuil. Donc ce sont des romans qu'il faut lire pour approcher la réalité sud-africaine. En attendant les barbares. Alors d'André Brink, aussi un auteur sud-africain, Une saison blanche et sèche, en livre de poche. Alors, d'une autre prix Nobel sud-africaine, Nadine Gordimer, Le conservateur en 18. De la même, Un amant de fortune, toujours en livre de poche. Alors, de la même, un essai, Vivre dans l'espoir et dans l'histoire, Notes sur notre siècle. En fait, ce sont des articles qui se succèdent. Ouais, entre autres, elle attaque le régime de l'apartheid. De Jomo Kenyatta, le fondateur du Kenya, Au pied du mont Kenya, dans la petite collection Maspero. Alors, un grand livre, une autobiographie qu'il faut lire, de Nelson Mandela, Un long chemin vers la liberté, en livre de poche. Alors là, son témoignage tout à fait hallucinant, mais extrêmement précis en termes d'objectivité, L'apartheid, qui a été publié donc maintenant il y a plus de 30 ans, aux éditions de Minuit. Donc il relate le procès de Pretoria de 1962. Alors, de Joseph Kizerbo, qui est un grand historien africain, À quand l'Afrique, entretien avec René Hollenstein, aux éditions de l'Aube. Alors, de Stephen Smith, Négrologie, pourquoi l'Afrique meurt, en Hachette, pluriel. Alors, de la fille du président Kasavubu, Justine Mpoyo Kasavubu, sommes-nous décolonisés? C'est une question qu'elle pose, et vous imaginez bien quelle est la réponse. Chez Laborde. Alors, quelqu'un qui a été ministre dans son pays et haut fonctionnaire de l'ONU aussi. Attendez, il était, oui, ministre de la Culture et du Tourisme du Mali. Leto, l'Afrique dans un monde sans frontières, chez Babel. Auteur très connu. Voilà, je crois vous avoir tout dit.